Bonjour à tous et bienvenue à ces 16e rencontres des Interpros. Alors d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les Interpros. Donc les Interpros, ça a été créé en 2015 et c'est animé par la direction départementale des territoires de l'Ain. Et ça regroupe les acteurs professionnels du bâtiment, que ce soit des institutionnels, des chambres consulaires et aussi des chambres professionnelles du département de l'Ain qui sont impliquées dans l'acte de construire et dans le secteur de la construction durable en général. La vocation de ces interpros est de développer les échanges à partir de retours d'expérience, ça c'est quelque chose de très important, on va sur le terrain, d'interventions destinées à toutes les parties prenantes de l'acte de construire ou de l'acte d'habiter. Depuis la création de ces interpros en 2015, donc, il y a eu 16 rencontres organisées dans des formats très différents. Aujourd'hui, c'est un réseau pérenne qui vise à mobiliser les acteurs de la construction. Donc on va retrouver, ça vise à mobiliser les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, et aussi de faire la promotion en règle générale du bâtiment durable. Donc toutes ces interpros se sont déroulées jusqu'à récemment en présentiel. Évidemment, le format d'aujourd'hui nous oblige à nous réunir en distanciel, en webinaire, et on est très heureux de vous voir et de vous accueillir aujourd'hui. Je vais me présenter, Frédéric Sarnelli de l'ALEX 01, agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain, et j'ai l'honneur de co-organiser cette rencontre avec Roxane Rioux-Fougeras de Fibois 01. Et puis, on a choisi pour cette 16e rencontre, c'est justement le mot rencontre est certainement bien choisi aussi pour cet événement, puisque ça a été l'occasion de faire la rencontre de David Gobert, que je vais présenter par la suite, et on va parler d'un projet exemplaire. Un projet exemplaire et inspirant dans un domaine qui est encore jusqu'à aujourd'hui assez peu exemplaire. Le domaine, en tout cas, ne l'était pas jusque-là. Donc, ce sont ces cafés d'Agobert. Et là, on va trouver un bâtiment industriel, c'est important, qui s'inscrit pleinement dans la transition énergétique. Il nous en dira plus sur la vocation globale et l'ampleur de ce beau projet sur Châtillon, sur Chalaronne. Et nous sommes justement aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les cafés d'Agobert, nous sommes juste à côté, à 1 kilomètre, à la communauté de communes de la Dombe qui nous accueille aujourd'hui. On les en remercie. On remercie Madame Dubois, sa présidente, qui très gentiment nous accueille. Nous allons rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Alors, je vais accueillir déjà nos intervenants pour tout à l'heure. Euh, David Gobert, ici présent, le Café d'Agobert, on aura l'occasion dans l'ordre d'intervention. Christophe Négard, bonjour, architecte et maître d'œuvre, bonjour. Et Karine Rouchon, bonjour à tous, de la région, elle nous en dira un petit peu plus précisément tout à l'heure. Merci. Nous allons continuer donc avec Monsieur Gobert, avec David Gobert, ici présent. Vous êtes le maître d'ouvrage de ce beau projet. Pouvez-vous nous préciser un peu l'origine du projet, quel a été votre moteur, quelles étaient un peu vos attentes en matière écologique, c'est ressorti un peu dans le film, et puis aussi énergétique. Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, depuis notre création il y a un an, la torréfaction d'Agobert est une entreprise qui réalise tous les ans une croissance à 2 chiffres. Donc pour l'histoire, on a d'abord installé notre torréfaction à Sandran, ensuite Saint-Olive en 2004. On était dans un atelier qui faisait une centaine de mètres carrés. En 2007, on a agrandi cet atelier, on est passé de 150 mètres carrés et en même temps on construisait déjà un bâtiment écologique de 280 mètres carrés. En 2017, on a doublé la surface de cet atelier. On est passé à 560 mètres carrés. Et en 2019, ce bâtiment qui nous a vu évoluer, c'est ce qu'on disait un peu dans la vidéo, a subi en fait toute notre réorganisation quotidienne. Quand on fait des évolutions comme celle-ci, on est obligé de changer les machines de place pratiquement toutes les 2 minutes et évoluer dans un bâtiment comme celui-ci. À un moment donné, on ne peut plus pousser les portes et je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose d'exemplaire, faire quelque chose de bien. On avait déjà un bâtiment écologique
dans lequel on avait du bois, un puits canadien, etc., des panneaux solaires. Là, il a fallu, je voulais aller encore plus loin. Donc en octobre 2019, j'ai pris la décision d'aller voir une architecte, une jeune architecte en reconversion professionnelle. Et je lui ai exposé mon projet. Elle a dessiné les plans en quelques mois. En fin novembre, je crois qu'on déposait les plans en mairie. Et début janvier, on avait le permis de construire de monsieur le maire de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne. Donc, tout est allé très vite. En janvier, j'ai rencontré après monsieur Christophe Mégard, architecte de renom spécialisé dans la construction écologique, qui voulait en savoir un petit peu plus sur ce projet, et sur sa cohérence, sur sa pertinence. Je crois qu'on s'est bien entendu. Hein. On a beaucoup échangé, beaucoup partagé. Et il a voulu gentiment faire répondre à mes petits caprices. Voilà. Donc voilà un petit peu comment est né le projet. On a fait le tour du cahier des charges. Donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit dans la vidéo sur toute la partie énergétique, le mur en pisé, la dalle biodynamique, etc. Parce que ce serait un peu répéter les choses, mais on a réussi malgré tout à surmonter tous les coûts de production, à se faire aider par des administrations, des collectivités, plutôt on dit. On a réussi à faire participer des petites entreprises, beaucoup de TPE en local, uniquement des entreprises locales, uniquement des produits locaux, que ce soit pour le bois, que ce soit pour l'isolation, que ce soit pour l'aluminium, que ce soit pour tous les produits. Toutes les entreprises intervenantes sont des petites entreprises et qui ont voulu aussi apprendre des nouvelles techniques. Bon, ça a été le cas pour le mur en pisé, pour lequel on a fait appel à un bureau d'études spécialisé sur Grenoble. Donc les entreprises, on va les voir, on leur dit on va vous faire du pisé. Ils se disent non mais il est fou le mec. Mais en fait c'est simple, on prend la terre, comme on dit, hein, on creuse, on prend de la terre, on en fait un mur. C'est simple, mais tout le monde ne sait pas faire. Donc il a fallu leur réapprendre à faire ça grâce à des bureaux d'études, des gens spécialisés. Et ce savoir-faire va être remis aujourd'hui pour d'autres opérations, d'autres chantiers qui peuvent intéresser des collectivités, des entreprises. Et mon but était vraiment là, c'était de montrer à tous que voilà, quand on veut quelque chose, peu importe ce que ça coûte, si on se donne les moyens, on est capable. On peut y arriver. Et aujourd'hui, ce bâtiment, moi j'en suis très fier, mes employés en sont très fiers aussi, tout le monde autour de moi en est très fier. C'est quelque chose qui amène une joie de vivre en fait pour tous les intervenants. Tout le monde en est fier. Toutes les entreprises qui ont participé font que d'en parler. Toutes les collectivités et toutes les personnes qui ont fait partie du maillon de cette construction en parlent en permanence et sont heureux de venir le faire visiter. Donc notre but, mon but, c'était vraiment que nos pairs se disent, voilà, il y a quelqu'un qui l'a fait, comment il l'a fait, parce que des problématiques, on en a eu, on les a résolues avec beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres avec les entreprises. Donc, c'est possible, on peut vous faire visiter cet atelier, on peut vous expliquer réellement tous les éléments de chaque méthode de construction et tout ce que l'on a mis en place, que ce soit le puits canadien, que ce soit les puits récupérateurs d'eau, la récupération de chaleur fatale. On a fait appel à d'innombrables bureaux d'études pour la récupération de chaleur fatale, pour l'exigence opérationnelle, pour le PISA, etc., etc. Donc on a une base de données qui est assez importante.
Et une petite question, est-ce que vous aviez finalement déjà de grandes connaissances avant de commencer, ou est-ce que c'est venu, on apprend en marchant finalement et au contact de professionnels? Alors, on apprend complètement en marchant. Alors moi, je suis un peu écolo, évidemment. Sinon, je n'ai pas une entreprise de torréfaction de café certifiée 100% bio. Donc oui, j'ai quelques connaissances. J'adore bricoler, je suis un grand bricoleur. Mais je ne suis pas maçon, je ne suis pas électricien, je ne suis pas plombier, je ne suis pas tout ça. Donc j'ai besoin d'aide. Voilà. Effectivement, on apprend en marchant, comme tu le dis, Fred. On a toujours des petites idées et on va toujours un petit peu plus loin. Je crois que c'est dans ce chantier, c'est ce qui a été super intéressant, c'est qu'on a, on a fait beaucoup de réunions, on a beaucoup communiqué et on a réussi à chaque fois à aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu de faire, tout en gardant en faisant attention à l'économie, enfin aux dépenses. Parce que malgré tout, je suis quelqu'un qui manie les chiffres avec beaucoup de facilité et qui doit répondre quand même à des banques. Et on ne peut pas pousser et faire tout ce qu'on pourrait ou tout ce qu'on aimerait faire. Merci Voilà. beaucoup. Merci David pour cette présentation. Et on sent avec beaucoup de cœur et d'envie depuis le début du projet. Et puis cette volonté d'avoir une cohérence globale qui ressort dans ce projet. Oui, parce que ce qu'on ne voit pas dans la vidéo dont on pourrait parler, c'est que effectivement il y a le bâtiment, mais il y a tout ce qu'il y a autour du bâtiment. Les parkings ont été faits en mélange de terre, pierre pour avoir un parking de gazon, pour éviter d'avoir le plus de goudron possible en fait. On est obligé d'avoir du goudron pour les semi-remorques et pour les livraisons, mais on a essayé de limiter cet impact-là. L'entretien extérieur va être fait par des chèvres. On va installer des ruches, on va réaliser un jardin collectif. Les clôtures sont faites par une clôture végétale, pardon, qui est faite par les pépinières souples. Voilà, en fait, tout est une cohérence. Donc, tout le projet est réellement cohérent. Merci. Merci pour cette intervention. Ça fait tout à fait la transition maintenant avec Christophe Mégard, le maître d'œuvre, architecte de cette opération, qui va nous présenter comment il a dû répondre aux exigences de David Gobert et puis à ce beau projet. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé? Je voudrais déjà remercier David de sa confiance et de m'avoir passé un peu le bâton de maréchal pour faire avancer le chantier. Et donc, dans un premier temps, je vais peut-être présenter le projet, puisque nous sommes sur une parcelle qui fait 3849 m², et nous avons construit un bâtiment de 1070 m², dont 250 m² de bureaux. Voilà. Bon, le permis de construire a été délivré le 16 janvier, dessiné par Leslie Soulier. Donc, moi, j'ai accepté l'architecture de Leslie Soulier. Il y avait une certaine cohérence, effectivement, donc je ne vais pas remettre en question cette architecture. Alors, l'implantation du bâtiment est au fond de la parcelle, afin de dégager un bel espace sur le devant et d'avoir, comme dit David, un maximum de fenêtres au nord pour une lumière naturelle, puisque la lumière naturelle, c'est ce qui dynamise l'homme. Et la plus belle lumière pour le travail, c'est la lumière du nord. Donc, il évite les problèmes d'ombre, etc. Donc, donc, vous avez vu, c'est un toit à faible pente, 6%, qui protège l'atelier et la fabrication. Donc, ce bâtiment fait une largeur de 15,80 m et donc 6% de pente sur 54,40 m. Donc, c'est déjà un premier défi quand David m'a dit alors, on va faire un toit à 54,40 m de long à faible pente. Bon, ça pose quelques problèmes, mais on les a résolus. Parce qu'on n'a pas le droit de faire écouler de l'eau sur 54 mètres comme ça. Oui, imaginez le kayak qui arrive au bout. Donc, comme a expliqué David, le toit protège progressivement la production du café. On commence à 7 mètres de haut.
on a des racks qui stockent le café, et petit à petit, la production va vers le bas sur 4 mètres de haut, 3,50 m de haut, 4 mètres, qui permet l'expédition. Donc les 250 mètres carrés du bureau sont au nord et accueillent le public. Les 20 places sont sur le devant. Voilà. La partie centrale de l'atelier est largement éclairée naturellement au nord par une façade polycarbonate. Alors le système constructif, donc il y avait un défi de coût. Donc on a mis en point un système constructif simple, poteau-poutre, donc les bois de pays. Hein. Et au fur et à mesure que l'on montait le système poteau-poutre, on mettait en place les panneaux préfabriqués. Donc les panneaux ont été préfabriqués en atelier. Donc on a fait de la préfabrication, ce qui nous a permis de réaliser ce chantier en 9 mois, plus un mois de finition. C'est-à-dire que fin mars, on a démarré, premier coup de pioche 1er septembre, livraison du bâtiment fin mars, et on s'est donné un mois de finition pour que fin avril, on puisse. Et avec l'année de pandémie qu'on a connue. C'est un des problèmes un des défis qu'on a donc c'est un bâtiment qui a une forte identité et qui se démarque naturellement du fait de la démarche globale de David. Il se démarque des autres bâtiments industriels qui environnent. Donc si vous allez sur le site, vous reconnaîtrez très rapidement ce bâtiment parce qu'il ne ressemble pas aux autres. Quelles sont les attentes de David? Donc, moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est une conception proche de la nature. Donc, Châtillon, on est dans un écrin de verdure, et on devait être à la hauteur de cet enjeu châtillonnais, pour le bien-être de l'homme. Dans une réflexion globale, prenant en compte tous les paramètres, les orientations qu'on a vues, la lumière naturelle, les vues extérieures, parce que quand on parle, quand on réfléchit, on a besoin de se projeter sur l'extérieur, donc c'est important d'avoir des vues. Les énergies disponibles sur le site, donc on a recensé un peu tout ce qu'il y avait sur le site, la terre, et un fonctionnement simple des organes, donc les ventilations, le chauffage, etc. Parce que les coûts de fonctionnement, il ne faut pas qu'ils soient trop complexes, sinon on s'y perd vite. Hein. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait un maître d'œuvre à l'écoute du client et des entreprises, qui garantit le résultat par un suivi et une présence régulière tout au long des 9 mois de chantier. Nous avons établi, avant de démarrer et avant de consulter les entreprises, un descriptif qui était la Bible du chantier. Ce descriptif est pour nous primordial, hein, parce que c'est un accord entre le maître d'ouvrage et l'architecte qui va permettre aux entreprises de travailler. Il doit être en cohérence, hein, il doit gérer tous les petits problèmes, parce qu'il y en a tout le temps des problèmes. J'appelle ça la Bible, hein, parce que c'est un refus. On rappelle aux gens ce qu'ils ont signé. Et puis, le défi que l'on s'était donné avec David, c'était de rechercher, de mettre en valeur les entreprises locales. Parce que les entreprises locales sont très compétentes quand on regarde de près. Elles ont le désir d'apprendre, de participer, de développer leur savoir. Chacun amène son intelligence dans un tel chantier. Ça c'est primordial. Ce qu'il attendait, David, c'est un suivi financier du chantier. Et là, quand on regarde les chiffres, j'étais moi-même étonné quand j'ai fait le bilan du chantier, de la cohérence des chiffres donc on arrive à des coûts assez sympathiques. Si je regarde le coût du bâtiment, mais sans les VRD, parce que les VRD, c'est lié à chaque bâtiment. Sans rappeler VRD, c'est le voirie et réseau divers. C'est tout ce qui est parti. Terrassement. Terrassement, voilà. Bon, il y en a pour 172 000 € de terrassement. Soit, si on ramène ça au mètre carré du bâtiment, ça fait 162 € du mètre carré. Je raisonne hors taxe, hein, parce que les TVA, c'est toujours un peu récupéré, etc. Donc, on raisonne toujours hors taxe. Donc, le bâtiment par lui-même a coûté 703 000 €,
soit à peu près 660 € du mètre carré, hors taxe. Le bâtiment, sans le mur en pisé. Le mur en pisé, c'est 27 000 €. On a fait 60 mètres carrés de mur en pisé, soit 450 € le mètre carré de pisé. 18 mètres de long, 3,20 m de haut, 42 cm de large. Voilà. Mon seul regret, c'est que le pisé ne soit pas porteur, parce qu'à cette hauteur, le pisé, c'est l'intérêt, c'est qu'il soit porteur. Donc là, David a accepté du pisé. On aurait dû, bon, dans une logique, il faut que le pisé soit porteur. Il ne l'est pas, mais entendez bien que le pisé doit être porteur. Le puits canadien, c'est 25 800 € en plus. Le photovoltaïque, moi, je l'ai mis à part, je ne l'ai pas mis dans les 660 € le mètre carré, parce que le photovoltaïque, c'est un choix externe. Donc, on en a pour 41 000 € de photovoltaïque. Le puits canadien, Non, oui, vas-y. le puits canadien, c'est quand même quelque chose, comme on disait dans la vidéo, qui coûte combien? 25 000. 25 000. Pour 25 000 €, aujourd'hui, on a une clim l'été et un chauffage d'appoint l'hiver. Donc, c'est un investissement de 25 000 €, mais qui est définitif. Donc, demain, ça va nous amener de l'air, comme je le disais dans la vidéo, à 14 degrés l'hiver, mais à 18-20 degrés l'été. Pour une superficie comme un bâtiment de 1000 m², pour atteindre à une température de 20 degrés l'été, imaginez la taille de la climatisation et le gouffre énergétique que ça peut être. C'est même pas en fait concevable. Donc c'est tout ça pour dire que 25 000 €, c'est un investissement, mais qui est tellement peu pour avoir un comparatif, pour comparer avec quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Donc c'est ce qui a été fait dans ce projet. Alors là, il y a des coûts, mais tous les coûts mis bout à bout vont faire une grosse somme. Mais ce sont des investissements de départ qui permettent après des économies sur le long terme. Donc on a visé sur le long terme. Alors tout n'est pas forcément rentable, mais tout a une cohérence en termes d'écologie et d'environnement. Donc on a un coût sur les cheminées un peu spécifique, parce que, comme l'a expliqué Gobert, ça prend le feu. Donc on a 18 000 € de coût de cheminée, parce qu'il faut pouvoir mettre de l'eau dans la cheminée, etc. Donc on a un coût un peu important là-dessus. L'échangeur thermique qui récupère la chaleur des torréfacteurs, c'est 9 000 €. Le plancher chauffant, c'est 8 000 €. Voilà. Donc, on a l'ensemble des petits détails que je viens de... Donc, ça, c'est la récupération de chaleur fatale. Au global, la récupération de chaleur fatale, c'est à peu près 50 000 €. Et comme on le disait tout à l'heure, on chauffe avec ces 50 000 € 90% de nos besoins d'hiver. Le reste étant pris en charge. En fait, la fumée des torréfacteurs va chauffer un ballon de 4 mètres cubes. Ces 4 mètres cubes vont passer dans les serpentins de notre partie bureau. Et le reste, les 10% restants, sont pris en charge le samedi après-midi et le dimanche par une petite chaudière gaz qui elle-même est alimentée par le puits récupérateur d'eau de pluie. Donc, voilà, tous ces petits investissements nous permettent à terme en fait, de réduire notre empreinte carbone, tout simplement. Et le but de cette construction, elle est là. Dire que notre bâtiment, il est construit avec du bois qui va repousser, alors que le bâtiment industriel en métal, même si je n'ai rien contre, lui, le métal, il ne va pas repousser. Donc l'empreinte carbone, la nôtre, elle va être beaucoup plus faible et beaucoup plus intéressante qu'un bâtiment de construction comme on a l'habitude de voir, pour un coût, comme le dit Christophe, qui n'est pas forcément insurmontable. Et là, Karim va intervenir après pour dire qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc, alors les enjeux pour réussir ce projet, c'était donc mettre au point un système constructif simple, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc les poteaux, pour information, font 18-18, les poutres font 16-36, avec des façades préfabriquées. Donc on a 14 cm de laine de bois, et puis on a un aspect fini intérieur directement avec de l'OSB 12 mm. David voulait en finition de l'OSB, on a de l'OSB finition qui était mis en place directement à la construction. C'est pas rapporté. Et de l'OSB local. Ouais. Donc après,
les bois de pays, donc on a utilisé le sapin épicéa pour les ossatures. Les poteaux ont été réalisés en bois lamellé collé, en GL24H pour les spécialistes. C'est parce qu'on travaille qu'avec des GL24 pour les problèmes de calcul de bois. Donc des bardages bois Douglas de lin et légies, de forme élégie, de 26 mm d'épaisseur, donc une certaine épaisseur pour que ce soit durable. Et les plafonds bois en peuplier, puisque la région est riche en peuplier sur les bords de Saône. Donc, par rapport aux matériaux biosourcés, l'utilisation des matériaux biosourcés, donc effectivement, on est sur de l'argile. Donc j'insiste sur le fait que cette argile est de bonne qualité et en accord avec un bureau de contrôle, parce que sur le chantier, tout ce que nous avons fait est sous l'égide d'un bureau de contrôle. Donc le pisé c'était un peu difficile de faire passer avec le bureau de contrôle. Il y a eu des discussions, des essais, il a fallu faire des essais, il a fallu des négociations, il a fallu faire des granulométries. Bon, donc on y est arrivé à suivre et à valider avec le bureau d'études et le bureau de contrôle la proposition d'utiliser la terre argileuse du site. Donc l'entreprise Morel de Cormaranche, qui connaissait de tradition le matériau pisé, a pris le défi effectivement de réaliser en pisé dans l'espoir de faire plus. Donc il travaille par exemple, parce que moi ce que j'aimerais arriver à faire, il a incité les entreprises à préfabriquer du pisé. C'est-à-dire qu'il a un atelier qui pourrait permettre de préfabriquer, d'avoir des blocs de 2 mètres par 1 mètre, et on empilerait des blocs de pisé comme on empile des briques. Donc ils sont en recherche sur là-dessus. Donc il ne faut pas voir le pisé comme un matériau traditionnel, en dame, etc. Mais c'est un matériau d'avenir. On a une ressource extraordinaire sur le pied, et j'espère que les prochains projets de la Comcom, par exemple, utiliseront ce matériau. Les isolants, je ne reviendrai pas dessus, parce qu'effectivement, on a fait le maximum en isolant bois. On a des coefficients de mur assez importants. On dépasse les normes énergétiques actuelles. Ouais. On est au-delà des normes RT 2012. RT 2012 et RT 2020. Bon, s'il y en a qui veulent des chiffres, on pourra les donner, mais c'est pas. Ça fait partie du concept, d'être au-dessus. On a des normes, il faut être au-dessus. Nous, on cherche toujours à être 15-20% au-dessus de la norme pour prédéfinir la norme. Voilà. Bon, je ne vais pas redécliner les paris sur le double flux, les récupérations des eaux de pluie, les énergies de la torréfaction. Et donc, l'électricité photovoltaïque, par exemple, va permettre d'alimenter des véhicules électriques. Vous n'en avez pas parlé, mais on a mis en place des bandes pour les véhicules électriques. Le toit est équipé de 200 mètres carrés de panneaux solaires qui produisent 32 kW. 32-37 kW. Et on a aussi prévu, on a une centrale de production de stockage virtuel qui est redistribuée à d'autres entreprises comme la nôtre et sur laquelle on va pouvoir également brancher des petites éoliennes. Alors, les problèmes que l'on a rencontrés sur le chantier, on a quand même des problèmes. Il y a eu des intempéries, parce qu'il faut faire du pisé sous la flotte, c'est pas évident. Donc ça, on a fabriqué, on a bâché, on a fabriqué des protections. L'impact du Covid, comment a-t-on fait? Eh bien, avec les entreprises locales, avec l'énergie des compagnons, on a réussi à aller au-delà et à trouver à chaque fois qu'une personne était atteinte, de le remplacer. Il n'y a pas eu d'arrêt, de chantier dû au Covid. Ce qu'on comprend, M. Leillard, à travers ça, c'est que justement le fait de faire appel à des entreprises locales, ça a été finalement une force aussi
C'était un C'est une intérêt, mais ça a facilité aussi dans la circonstance. La négociation, David en a parlé assez souvent dans sa présentation, de discuter, de négocier, et l'intérêt de tout le monde, c'est d'aller de l'avant. Donc chacun fait travailler son intelligence pour trouver la solution. Et ça a marché. On a eu quelques problèmes avec les bois de pays, parce que c'était pas assez sec. Alors quand il a fallu faire des bois et les coller, et qu'il fallait coller, on a dû refuser des poutres qui sont reparties chez le colleur, parce que les bois n'étaient pas assez secs. Donc on a perdu 3 semaines avec cette histoire de bois, pays pas assez sec. Mais on y est arrivé quand même, parce qu'on a quand même fait le chantier comme un enfant, à 9 mois. Et donc les mises en œuvre assez difficiles aussi par rapport au puits canadien, parce que le puits canadien, tout le monde dit oui, c'est très bien, machin. Et quand il s'agit sur le terrain de mettre la pente qu'il faut, comme il faut, pour les autres condensations s'évacuent, tout ça, c'est pas évident que le compagnon qui est en train de faire fasse comme il faut. Donc on a eu quelques soucis, on a réussi à régler. Voilà, et puis ce fameux mur en pisé, effectivement, qui a créé quelques déboires, mais on y est arrivé. Et on y est arrivé, c'est la conclusion. C'est la bonne conclusion, effectivement. On y est arrivé. Ouais. Bravo Voilà. pour ce. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci de votre intervention. Et justement, tous ces matériaux écologiques, notamment qui ont été peu énergivores, utilisant des matériaux biosourcés, est-ce que vous avez pu bénéficier d'aides financières? On a la chance d'avoir Madame Brouchon, ici à qui je vais passer la parole maintenant. Vous avez été sollicité donc, par David Gobert quelques fois, j'ai cru comprendre. Vous avez eu quelques aides. En fait, on est resté effectivement en lien tout au long de l'avancée du projet. En fait, je vais d'abord juste présenter un petit peu ma structure. Donc, moi, je suis chargée d'affaires à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est l'agence de développement économique de la région. Donc, la région a voulu se doter de chargés d'affaires qui vont sur le terrain, qui vont à la rencontre des entreprises pour écouter leurs besoins et les accompagner dans leurs projets. Donc, on est situé à Bourg-en-Bresse, on est 5 collaborateurs. On accompagne les entreprises dans différents domaines, ça va du numérique aux besoins de financement, à l'innovation, à l'international. Et c'est vrai que Monsieur Gobert nous a sollicité l'agence. De mémoire, moi, il me semble que c'était janvier 2020, donc on était vraiment au début de la réflexion et j'insisterai pour dire que c'est le bon moment pour effectivement essayer de mobiliser des dispositifs. Il ne faut absolument pas engager des travaux ou des investissements et demander dans un second temps si des aides sont disponibles, mais bien réfléchir et solliciter tout ça en amont. Alors, par rapport au projet de Monsieur Gobert, il est évident qu'on s'est vite rendu compte que c'était un projet relativement ambitieux, qu'il n'était pas non plus commun que des industriels veulent aller aussi loin. C'est une entreprise qui, de toute façon, a une démarche globale, que ce soit dans sa prod, que ce soit dans la construction de son nouveau bâtiment, que ce soit dans la gestion de son personnel. Enfin, il y a vraiment une volonté de bien-être, de confort, d'intégration de l'environnement. Il y a une sensibilité qui est forte. Donc, c'est vrai que on a essayé de tout mettre en œuvre pour trouver des dispositifs publics qui puissent accompagner ce projet. On a parlé plusieurs fois de récupération de chaleur fatale, donc ça c'est quelque chose effectivement qui est soutenu en l'occurrence par l'ADEME. Il était dans la signature de fin du film. Nous braverons le vent et nous resterons avec vous malgré les conditions météorologiques. Donc, c'est vrai que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a soutenu ce projet sur la récupération de chaleur fatale. Alors, c'est vrai qu'on parle de récupération de chaleur fatale parce qu'on est sur la torréfaction de café. Donc, forcément, on génère beaucoup de chaleur, mais c'est des principes, c'est des procédés qui peuvent se trouver sur d'autres activités. Je pense par exemple à la plasturgie. L'injection plastique va générer aussi beaucoup de chaleur et c'est des choses qu'on voit de plus en plus, la récupération de chaleur fatale. Donc, l'ADEME a soutenu ces procédés. L'ADEME a aussi participé sur
la qualité environnementale globale du bâtiment, du projet, pour effectivement le soutenir. Sur un appel à projet de la région, donc il y a eu plusieurs organismes publics, sur un appel à projet de la région qui s'appelle Expérimentation et Innovation Territoire. Monsieur Gobert a également déposé un dossier. Nous, c'est notre rôle en fait d'identifier des dispositifs et après d'accompagner les dirigeants à déposer des demandes. Donc sur cet appel à projet Expérimentation et Innovation Territoriale, l'idée c'est d'aller soutenir le surcoût d'une construction ou d'un projet sur lequel il y a un gain environnemental par rapport à une construction classique. Donc là aussi, en commission, vous avez eu un avis favorable. Votre projet a été soutenu par la région. Et puis, de proximité, plus localement, la communauté de communes de la Dombes, avec le département de l'Ain, ont ensemble une aide à l'immobilier. Aide à l'immobilier, alors qui est générale, s'il y a des entreprises qui nous entendent sur d'autres territoires, qui est valable sur tout le département de l'Ain, sur quelques filières d'excellence. L'agroalimentaire en fait partie. Et cette aide à l'immobilier a été bonifiée par le fait que vous ayez utilisé du bois local. Donc, vous avez eu le droit à un petit bonus au-delà de l'aide à l'immobilier, au-delà du plafond habituel. Et la région a également aussi bonifié par rapport à cette utilisation de bois locaux. Globalement, on va dire qu'on est arrivé à peu près à 30% d'intervention d'aide publique sur cette construction. Donc, ce qui effectivement est très intéressant. Après, il faut bien insister sur le fait, vous l'avez vu dans les vidéos, vous l'avez vu dans les échanges, qu'effectivement, c'est un projet complètement global qui va loin et voilà, qu'il faut prendre vraiment dans son intégralité. Sur des projets ou sur de la rénovation énergétique, je tiens aussi à préciser, vu que moi je rencontre quand même pas mal d'industriels et que le thème d'aujourd'hui c'est vraiment sur les bâtiments industriels, que de plus en plus de chefs d'entreprise s'inquiètent quand même de la qualité environnementale de leurs bâtiments, de leur consommation d'énergie, d'intégrer du photovoltaïque, d'améliorer le confort d'été pour les salariés. On en a parlé, il y a beaucoup d'ateliers où le confort d'été est une vraie problématique et il y a des dispositifs publics qui existent. Les certificats d'économie d'énergie en sont, le crédit d'impôt est également possible pour les entreprises qui effectivement font des travaux de rénovation. Il y a un dispositif en ce moment qui est en place de l'ADEME qui s'appelle le dispositif Tremplin, qui permet aux industries qui veulent, par exemple, ne serait-ce que changer leur éclairage, passer de l'éclairage néon à de l'éclairage LED, et rien que ça peut être aussi subventionné. Donc, sans vouloir parfois, peut-être, ou sans quand on ne peut pas, parce qu'on a déjà un bâtiment existant et qu'on ne peut pas aller sur quelque chose de forcément très exemplaire, toujours se renseigner, toujours aller voir si effectivement, avec le réseau d'acteurs économiques qui existe, vous pouvez bénéficier effectivement d'aides, de subventions pour vous aider à faire levier sur ces travaux que vous pourriez engager. Voilà. Et on serait toujours bien reçu. Parce que Karine est super sympa. Il manquerait plus qu'elle soit méchante. Et elle a toujours un petit levier à soulever pour nous aider et pour nous conseiller. Merci. Donc le bon réflexe, c'est de vous appeler. Alors, le bon réflexe, connaître tous ces dispositifs. Non, mais voilà, exactement. Alors, nous, le job, mais c'est le job de tout le réseau économique. J'ai cité la communauté de communes, j'ai cité tous ceux qui sont dans le groupe Interpro, les chambres consulaires, l'ALEC, enfin, tout le réseau économique, les syndicats pro que vous ayez. Il faut bien sûr poser les questions, bien sûr demander toujours avant. Et puis après, moi, ce que je dis aussi, alors là, ça va peut-être être moins plaisant, mais toujours quand même avoir le budget pour aller au bout du projet, même sans subvention. Parce que les subventions, elles ne sont pas acquises. On ne fait pas un projet non plus par rapport aux subventions et que même quand on a des dispositifs pour lesquels on peut être éligible,
il faut bien attendre que le dossier passe en commission et c'est seulement là que vous aurez un avis favorable ou pas. Ce n'est pas parce qu'on dépose un dossier qu'on a un avis favorable. Et de toute façon, vos banques vous demanderont toujours d'équilibrer votre prévisionnel de dépenses et ne prendront pas forcément la subvention en ligne de compte, en tout cas tant qu'elles n'auront pas effectivement la convention d'attribution, parce qu'effectivement, ça ne veut rien dire. Et je rajoute en plus que de toute façon, l'entreprise a toujours à avancer l'argent, puisque les demandes de subventions se font sur présentation des devis, mais que les subventions sont versées sur présentation des factures acquittées. Donc là, par exemple, vous, ça fait peut-être déjà 3-4 mois qu'il y a de l'argent que vous avez donné à vos entreprises et vous allez toucher la subvention que dans 3-4 mois encore. Donc, il faut vraiment voir la subvention comme un bonus et c'est normal que les entreprises soient aidées par rapport effectivement à l'effort supplémentaire qu'elles font, mais c'est vrai qu'il faut avoir un budget ficelé et pouvoir avancer l'argent et ne pas compter forcément dessus. Rien n'est acquis. Merci beaucoup, Mme Lechon. Effectivement, je rajouterais aussi souligner aussi l'importance par rapport à tous ces projets de construction, d'aller aussi en parallèle, vous l'avez déjà fait, sur la rénovation de bâtiments. Et là aussi, il y a des choses à faire, notamment sur le petit tertiaire privé. Nous avons donc le plaisir d'accueillir, alors je crois qu'il n'est pas très loin, enfin il n'est pas très loin géographiquement, il est un petit peu loin, mais il n'est pas très loin d'arriver. C'est Jean-Luc Sandos, que je n'ai pas encore présenté. On a la chance de l'avoir. Il va nous ouvrir un petit peu notre débat châtillonnais, indinois, et il va nous ouvrir un petit peu plus loin. Donc, à travers son expérience, il est directeur de CBS-CBT. Il va nous en dire un mot également. Il a réalisé aussi de nombreux projets, de nombreux bâtiments industriels. Et voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus sur son retour d'expérience dans ce domaine, qu'est-ce qui motive les maîtres d'ouvrage au sens large, et puis quelles sont peut-être les difficultés rencontrées ou les obstacles qu'il a pu rencontrer. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, on vous remercie de votre présence. Très bien, est-ce que vous voyez l'image? Oui, également. Parfait, donc vous voyez le titre. Bonjour Jean-Luc. Oui, alors je salue Christophe, connaissance de longue date. Après un aussi bon café, on va essayer d'être énergique. Je salue Monsieur Gobert, on va rester aussi dans cette philosophie de la qualité pour les employés, même de la frugalité heureuse. Monsieur Sandos, juste, je vous interromps pour une question technique. Est-ce que vous pouvez vous reculer de 50 cm qu'on vous voit pleinement? Ça va mieux? Ou baisser un petit peu, ou relever plutôt votre écran. Allez-y. C'est bon là? C'est très bien. Merci. Je ne bouge plus. On vous voit mieux. Il est beau. Salut tout le monde. Ouais, je disais donc qu'on va rester dans cette philosophie qui est le but aujourd'hui, la transition énergétique, la transition écologique et la grande thématique des bâtiments industriels. Alors, bon, nous, on rejoint ce qui a été vu chez ce projet de M. Gobert. On va faire de la conception-réalisation de bâtiments en bois, justement pour pouvoir intégrer toutes ces contraintes locales, toutes ces qualités de matériaux, toutes ces anticipations nécessaires. Et on s'est rendu compte que pour être performant, il fallait pouvoir maîtriser à la fois l'ingénierie, ce qu'on a chez nous avec nos équipes de CBS et CBT, la préfabrication, comme on a vu certains éléments sur votre projet, et les travaux. Donc, c'est ce groupe-là que j'ai créé et développé depuis les années 2000. Et pour faire le lien avec ce qu'on vient de voir et l'économie locale, on s'attache chez nous à une philosophie de plus d'ingénierie, moins de matière, plus d'ingénierie, plus de travail, moins de matière, moins d'énergie, et surtout une matière low-tech, donc une matière avec le moins de transformation possible, parce que la transformation de la matière, c'est de l'énergie. Donc, on a développé des systèmes en planche, que ce soit plancher, panneaux. On a développé des charpentes en treillis avec ce qu'on appelle chez nous, pour faire assez simple et assez vite, le treillis Ariane. Et donc, c'est quoi le treillis Ariane? Tout à l'heure, on a vu des portées avec des poutres simples, poteaux-poutres lamellées-collées. Et puis, si la portée augmente, à un moment donné, la poutre lamellée-collée, elle grossit.
et on met trop de bois par rapport à la portée, donc il faut développer un système structurel pour faire travailler l'inertie d'une charpente et réduire la quantité de matière. Donc ça, c'est un peu notre philosophie, ce qu'on va retrouver. Et ici, à La Rochette, à côté de Chambéry, le voisin 73, un bâtiment qui est notre usine et notre showroom, comme l'a fait M. Gobert. On veut offrir quelque chose à nos salariés et à nos clients, surtout quand c'est des architectes ou des maîtres d'ouvrage, qui viennent voir ces bâtiments et qui puissent ressentir, comprendre, juste en visitant, se faire une idée de ce que ça veut dire, la construction bois. Et en général, quand ils ont passé 1 heure dans ce bâtiment, et ce sera la même chose chez M. Gobert, eh ben, tout le monde est content et on veut continuer. Alors, voilà la halle qu'on a développée avec une ferme de 35 mètres de portée. Donc, 35 mètres, c'est pas mal. Et avec très peu de matière. Donc, on essaye, avec 1 mètre cube, avec 1 mètre cube de bois, on essaye de faire 20, 22, 24, 25 mètres carrés couverts. Le groupe, vous avez compris, concepteur, constructeur, et les systèmes en planche que je détaillais. Donc, vous voyez que dans l'idée, avec une planche de bois massif, donc une planche, c'est un bout de bois qu'on a scié, séché, raboté, mais dans lequel on n'a pas mis de colle ou pas de traitement. Et rien qu'avec cette planche-là, on va tricoter pour faire toutes sortes de systèmes structurels. Et un des systèmes structurels qu'on va développer, sur lequel on va s'intéresser ce soir, c'est le bâtiment industriel avec les fermes Ariane. Alors, voilà l'usine à Chambéry, à La Rochette, dans le 73, donc. Et directement, la ferme de 35 mètres, un pont roulant porté sur poutre bois, poteau bois, une charpente de 35 mètres qui utilise le moins de matière possible, donc c'est notre défi d'ingénierie, de mettre moins de matière, des nœuds renforcés où il n'y a pas de métal, il y a juste des contreplaqués en bouleau, un bois très performant sur lequel on peut se visser, et une charpente qu'on appelle une toiture japonaise, où on a des pannes, des chevrons, de la volige ajourée, une laine de roche et une membrane collée sur le toit. Donc, que des choses écolo, même la membrane est en caoutchouc recyclé, donc aucun produit non naturel, à part éventuellement la laine de roche. On peut le faire en laine de bois maintenant avec les nouvelles laines de bois rigides qu'on a, ce sera pour la prochaine fois. Donc, on est là sur ce bâtiment qu'on adapte pour chacune des portées. Et ce que je voudrais vous présenter ce soir ou vous expliquer, c'est l'intérêt de l'économie locale quand on transforme la matière localement, qu'on donne du travail localement et qu'on utilise l'économie comme l'a fait le maître d'ouvrage Gobert. Si j'essaye de vous dire, on a évoqué tout à l'heure le métal, qui est un fantastique matériau, si j'essaye de vous dire, aujourd'hui, on veut faire un bâtiment Ariane de 20 mètres de portée, les fermes, telles que je viens de vous les montrer, on va les vendre des par usine à 20 € le mètre carré. Donc, 20 € le mètre carré, c'est un prix, on va voir si c'est cher ou pas cher, mais on va utiliser 2,7 mètres cubes de bois, par exemple, pour faire 20 mètres. Et quand j'utilise 2,7 mètres cubes de bois, je consomme 1,8 gigajoule d'énergie, je crée 17 minutes de travail, 12 à l'usine et 5 chez l'ingénieur, et je stocke un volume de CO2 équivalent à mes mètres cubes de bois en tonnes. Donc, si j'ai 2,7 mètres cubes de bois, je stocke 2,7 tonnes de CO2. C'est le bois stockage de CO2. Donc, voilà, c'est un matériau qui a un certain prix, mais qui consomme relativement peu d'énergie, qui stocke du CO2. Si je veux le faire en acier, ben évidemment, on ne va pas le trouver dans l'Ain, on ne va pas le trouver en Rhône-Alpes, l'acier, on va le trouver bien loin, mais il est fort possible qu'on le trouve moins cher, d'un ordre de 10%. Ça, c'est en général ce qu'on a sur les comparaisons. Donc, je vais trouver un portique en métal qui va valoir 18 € du mètre carré. Et donc, ben, c'est embêtant pour nous parce que le maître d'ouvrage, il a envie de ne pas payer plus cher. Donc, même si M. Gobert est motivé, et vous allez voir que de plus en plus le sont, mais regardons bien ce que ça veut dire, cette fausse économie. Ça veut dire qu'on va consommer 2,4 tonnes d'acier pour faire le portique, qu'on va consommer 100 gigajoules d'énergie, c'est-à-dire un facteur 50 par rapport au bois, 50 fois plus d'énergie. Je vais utiliser des profilés standards qui vont nécessiter très peu d'ingénierie et très peu de travail, donc 2,5 minutes par mètre carré. Et je vais émettre
1,5 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Donc, pour 2,4 tonnes d'acier, je vais émettre 3,6 tonnes de CO2, 1,5 fois plus. Donc, vous voyez, vous avez directement dans la transition écologique énergétique le choix entre quelque chose qui apparemment est un peu plus cher, consomme peu d'énergie, donne du travail et stocke du CO2. Et d'un autre côté, un concurrent moins cher qui nous balance de l'exportation, importation pour nous, qui consomme beaucoup d'énergie, qui produit du CO2, qui donne peu de travail, mais qui est moins cher. Et là, on se dit, bon, il n'y a que M. Gobert qui va y arriver parce que lui, il est très motivé, mais tous les autres, ils ne vont pas accepter de payer 10% de plus. Or, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a là derrière. On va passer à l'image d'après. Il faut toujours aller un peu plus loin. Tout à l'heure, on parlait du projet global. C'est effectivement ça, l'économie intégrée, c'est un projet global. Je reviens sur mes détails de travail et de coûts sociétal de mon bâtiment. Je reprends le bois qui vaut 20 € du mètre carré, qui donne 17 minutes par mètre carré de travail. Quand j'ai 17 minutes par mètre carré, je vais le payer, ce travail. Tous les maîtres d'ouvrage et tous les entrepreneurs payent leurs salariés le mieux possible. Donc, quand j'ai 17 minutes de travail, j'ai un coût de l'heure avec l'administratif qui vaut 30 € à peu près, 30 € de l'heure. Et quand je paye 30 € de l'heure mon travail, j'ai 15 € de charge sociale. Les 15 €, c'est ce que paye la charge patronale et c'est ce que je paye le salarié. Donc, quand je fais 17 minutes, quand je crée 17 minutes de travail localement, je distribue localement dans l'économie sociale intégrée, je distribue 4,25 €. Donc, M. Gobert, quand il a fait construire son bâtiment, toutes les heures qui ont été faites pour construire son bâtiment ont versé des euros localement. Et donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le coût local, il est plus de 20 €, il est de 20 € moins l'argent qu'on a dispensé localement et qui a servi à faire fonctionner l'économie locale intégrée. Si maintenant je regarde le métal, le métal, lui, avec ses 2 minutes et demie de travail, il va cotiser socialement, localement, que 62 centimes d'euros. Et donc, tout d'un coup, vous voyez que quand je regarde l'impact sur l'économie locale, sur l'intégration de ce travail localement, eh bien, quand je crée du travail local, non seulement je crée des emplois, mais je crée de la richesse, je distribue de la richesse et je la distribue localement. Et donc, chaque fois que je développe un savoir-faire local, je crée de la richesse locale et chaque fois que je l'importe, eh bien, je délocalise cette richesse, je l'envoie chez le fournisseur à l'étranger, je l'ai perdu localement. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, quand on crée du travail, on crée beaucoup plus que du travail, on crée de la richesse tout simplement et vous savez tous les charges qu'on doit payer. Donc ça change complètement le débat puisque vous voyez bien que tout d'un coup, celui qui semblait être cher à 20 € par mètre carré, quand je déduis les 4,25 € que j'ai payés localement, il ne vaut plus que 15,75 € et ça, c'est beaucoup moins cher que les 18 ou les 17,75 € que je vais payer au métal de la Chine. Donc ça, c'est l'intégration de l'économie et donc c'est évidemment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, il ne faut pas être protectionniste, les autres aussi vont payer des charges chez eux. Bon, peut-être, mais c'est quand même mieux si c'est fait chez nous et en ce moment, on a quand même besoin de recréer de la richesse locale et donc on a besoin de le faire avec les matériaux qu'on a. Donc ça, c'est ce que propose le bois et c'est ce que proposent les entreprises que vous avez fait travailler sur votre projet. Vous créez de la richesse et avec le bois, on a même un facteur 3 d'amplitude. On a ce qu'on appelle le triple effet, puisque là, je vous montre l'image du charpentier Liftim avec son entreprise de préfabrication et ses ingénieurs. Mais le bois local que je vais acheter dans les scieries de là vont générer du travail et donc du retour social, du retour financier intégré par la scierie. Le scieur va payer ses charges et le scieur va acheter au forestier qui lui-même aura travaillé aussi et donc lui-même aura aussi distribué de l'argent localement. Donc, vous avez un triple effet. Quand je construis avec un bâtiment qui vaut 20 € du mètre carré, je distribue, je irrigue dans l'économie locale, je irrigue de l'argent à 3 niveaux et ces niveaux-là, je les perds tout simplement quand j'importe. Alors, quand vous voyez cette image-là, bien évidemment, vous n'avez plus du tout envie d'importer les trucs de l'étranger quand on les a chez nous, parce qu'on comprend que là, c'est très facile de redémarrer tout de suite l'économie
est de faire ce qu'on appelle le Economy Great Again, c'est de refaire de la véritable économie, celle qu'on n'aurait jamais dû casser. Donc, voilà ce que je voudrais vous transmettre, ce qu'il y a derrière l'économie intégrée, l'économie sociale intégrée, l'économie sociétale, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que des maîtres d'ouvrage comme M. Gobert, qui veulent à la fois l'environnemental, qui veulent la qualité pour leurs salariés, pour l'accueil de leurs clients, on en trouve effectivement de plus en plus. Et là, je vous montre un autre exemple que nous sommes en train de monter, qui n'est pas encore livré, qui sera livré cet été, qui est le siège social d'Eucofen à Saint-Baldoff. Et Eucofen, c'est les fours à granulés bois, donc c'est des gens qui sont aussi ils sont utilisateurs du bois, forcément, et ils sont très écolos. Et nous ont dit, nous, on veut que du bois pour notre bâtiment, on veut que des isolants biosourcés, donc on est isolé en laine de bois soufflée et en ouate de cellulose, et on veut du bois local. Et vous me direz si ça coûte plus cher, vous me direz combien ça coûte, mais je veux le bois local. Évidemment, quand on intègre ce genre de données dès le départ, comme vous l'avez fait sur votre premier projet, bien, on s'aperçoit que le bois local n'est pas plus cher. On le trouve d'autant plus qu'on n'a besoin que de planches et pas de bois collé, contre-collé ou surcollé. Et donc, on arrive à développer très rapidement le projet. Donc, je ne vais pas vous en montrer beaucoup, je vais juste simplement vous montrer les 2-3 images. Ça, c'était il y a un peu plus d'un mois. Des demi-fermes de 26 mètres de portée qui quittent l'usine en stade préfabrication. Vous voyez que sur ces fermes, vous n'avez que des bois massifs, il n'y a pas de bois collé, à part le petit insert en contreplaqué. Donc, rien qu'avec des planches, on arrive à retricoter un système qui va faire 26 mètres de portée, donc quelque chose de très simple. Voilà, quand ça se monte et quand ça se lève, vous voyez une technique du poteau 4 branches, qui est une technique très ancienne. Vous avez donc le poteau 4 branches autostable, on va poser les fermes directement dedans et vous voyez l'optimisation du moins de matière plus d'ingénierie. Il y a le moins de matière possible parce que ça reste de l'économie, même si c'est en bois, le bois, il ne faut pas le gaspiller. Voilà la double halle, donc il y a une halle de 20 mètres à l'arrière, une halle de 26 mètres de portée à l'avant et les bureaux qui sont encore au premier plan que nous sommes en train de monter maintenant. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, on peut venir au débat ou juste encore vous montrer ça, ce qu'on arrive à faire, à livrer en grande portée avec le bois. Notre record de portée sur cette salle de sport à Donzère, à côté de Montélimar, 46 mètres de portée. Là, il y a un petit peu de lamellé collé dans les membrures hautes et basses du treillis, mais pour le reste, c'est en bois massif. Et pour tous les caissons de toiture, c'est aussi du bois massif local, donc rhône-alpin français, minimum français, avec de l'isolation paille et de l'isolation ouate de cellulose, laine de bois en toiture. Ça, c'est l'image de synthèse. En général, on fait mieux que l'image de synthèse. Voilà la paille dans les murs et voilà le résultat fini avec la réalité du projet. Alors voilà, je ne veux pas abuser de votre temps. J'ai plein d'images, si vous voulez, je vous en montre, mais c'est peut-être mieux qu'on discute et qu'on échange, puisque le but est aussi de parler avec les gens connectés et d'échanger. Merci, M. Sandoz, pour ces éléments très clairs et qui ouvrent bien le débat. Justement, le débat, on peut peut-être le commencer ici. Est-ce que, d'après ce que vous avez vu, est-ce que ça génère des commentaires, des questions, des réactions à chaud par rapport à ce qui a été présenté? J'ai dû réagir pendant l'intervention. Moi, je suis content parce que j'ai un ingénieur qui est en train de confirmer au fond de moi ce que je pensais. Alors moi, j'ai pas, même si je disais que j'aimais bien manipuler les chiffres, je ne suis pas allé aussi loin dans des calculs comme ceci, mais je suis content que le fait d'avoir eu ce projet et d'avoir concrétisé ce projet, ça ait ramené autant de masse et d'économie sociale et d'économie circulaire dans notre localité. Qui finalement consommeront du café. Qui finalement consommeront du café et la boucle est bouclée et puis une boucle vertueuse. Une spirale vertueuse.
Oui, puis il ne faut peut-être pas non plus voir que la partie construction du bâtiment, mais bien le bâtiment sur sa durée de vie. Et on sait très bien que derrière, c'est des bâtiments qui vont effectivement consommer moins d'énergie, donc coûter moins d'argent, donc où l'équilibre financier sera aussi plus rapidement atteint. Il y a un commentaire? Bah, moi, je trouve super d'utiliser au maximum le bois massif. Et effectivement, éviter le bois lamellé collé. Donc là, chez David, on a utilisé le bois lamellé collé, mais on l'a limité en hauteur parce qu'on a utilisé. David a accepté d'avoir des poteaux à l'intérieur du bâtiment. Donc il faut rechercher, minimiser les volumes de bois. On parlait des questions. Est-ce que justement, Roxane, on a des questions? Pour rebondir sur cette remarque de M. Mégard, quelle est la portée maximale dans le bâtiment? C'est 8 mètres. Ce n'est pas une portée maximale en tant que telle, c'est la portée maximale là, que l'on a rencontrée. Les poutres les plus longues font 8 mètres. Oui, parce que ça fait 16 mètres, mais comme on a divisé en deux par un poteau, ça fait 8 mètres. Et dans l'absolu, jusqu'à quelle portée on peut aller? Avec quoi? Avec des massifs massif. Nous l'agence, nous avons fait du 30 mètres en bois massif croisé, avec une forme de voûte. Ouais, 30 mètres. Non, mais le bois, plus on a des grandes portées, plus le bois est compétitif. Une réponse ou un commentaire, M. Sandoz? Oui, c'est ça, c'est tout à fait exact. On peut tricoter le système structurel pour aller chercher la portée qui nous intéresse. Il faut voir que quand là, pour le café, c'était possible de mettre un appui intermédiaire, mais dans un certain nombre de contraintes industrielles, on a besoin des grands espaces pour tous les process. Et donc là, on développe des structures, c'est un peu plus d'ingénierie, on développe la structure et on optimise la matière pour justement qu'elle ne coûte pas trop cher. Et ce qu'a dit Christophe est très juste, à plus la portée augmente, à plus les contraintes augmentent sur le bâtiment industriel, à plus le bois est compétitif. Pour une simple raison, c'est que le métal a tellement appris l'habitude de travailler avec du standard que quand on sort du standard, il ne sait pas faire. Et nous, dans le bois, c'est exactement le contraire. On n'a jamais pris le temps d'avoir des standards. On développe à chaque fois quelque chose d'unique. Et donc, on sait faire du mouton à 5 pattes pour n'importe qui à des prix très compétitifs. Donc, c'est ce qui est intéressant. Évidemment, quand on intègre les ressources locales, éventuellement des aides locales, on arrive à créer et à redynamiser complètement l'économie. Comment se passe le vieillissement du bardage? Comment se passe Alors, pour moi, c'est du bois, donc il va moisir. C'est du Douglas, donc il n'y a pas besoin de le traiter. Et il va fluctuer, on va dire, ou grisonner en fonction du temps qu'il fera. Alors, encore une fois, j'ai déjà construit un bâtiment en bois qui était à l'époque en pin thermofugé, qui est devenu noir. Alors, on peut mettre des produits dessus pour enlever les moisissures. C'est pas très écolo, donc moi je le ferai pas et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et je le ferai pas. Après, c'est du bois, donc ça vieillit et tout comme une façade pourrait se fissurer. Là, il se fissurera pas, il vieillira, il moisira. Il va prendre cette petite moisissure, mais ça fait aussi partie de son charme. Moi, je vieillis et je prends des rides. Hein. Donc, moi, je dirais que le bardage, c'est un bois d'usure. Hein, éventuellement, on peut le changer. Mais tout ce qui est structurel est protégé. Tout ce qui est structurel est à l'intérieur. Il n'y aura jamais de moisissure. Ou à moins qu'il y ait de la flotte. Mais à Châtillon, on a des bâtiments en bois qui sont là depuis le XIVe siècle. Hein, donc, tant que le bois est bien protégé, il reste. Le bardage, effectivement, c'est un choix. C'est un choix. Hein. Quand on a des maîtres d'ouvrage qui nous demandent que la vêture soit pas en bois parce qu'ils ne supportent pas le vieillissement. Mais c'est une vêture. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Ça ne change pas du tout le concept de David de faire un bâtiment en bois. Monsieur Sandon, est-ce que dans les maîtres d'ouvrage que vous rencontrez, c'est une préoccupation, c'est une question qui vous est préoccupante? Alors, oui, c'est un excellent sujet, le bardage, parce que souvent, les gens pensent construire en bois, c'est avoir un bardage bois avec du béton à l'intérieur, alors que là, on vient de discuter ce soir tout le contraire.
le bardage bois, ça, c'est une solution parmi d'autres, mais c'est une solution extrêmement compétitive. Il faut savoir aujourd'hui que si vous faites un bardage en lame Douglas comme on fait là, vous avez quasiment pas moins cher sur le marché. Si vous mettez une tôle, ça va vous coûter à peu près le même prix. Donc, le niveau le plus bas en économie, le bois est placé. Mais évidemment, il va griser. Alors, soit on a envie, soit on n'a pas envie, soit c'est un problème, soit ce n'est pas un problème. Mais si on ne veut pas voir cet effet de grisement, on peut le pré-griser. Ça, c'est un petit saturateur. On lui met un petit peu d'eau chaude noire à l'intérieur, on le sature et il est tout de suite gris au lieu d'être noir ou blanc. Il ne va pas se salir parce qu'il est déjà pré-grisé. Donc ça, c'est une option qu'on développe de plus en plus. Quand les maîtres d'ouvrage ne veulent pas voir le vieillissement, on pré-grise. Et puis ensuite, si vous voulez, parce que vous êtes dans la photocopie couleur, avoir des couleurs, on sait parfaitement faire du bardage bois avec des lasures et des couleurs aujourd'hui qui tiennent, qui sont garanties dans le temps. Évidemment, c'est à peine moins écologique parce qu'on va rapporter une petite lasure à l'eau imprégnante, mais on va avoir une garantie de teinte. Donc, je dirais qu'on a une très large palette et on est surpris de tout ce qu'on peut faire avec un bout de bois en bardage parce que entre la composition architecturale et entre l'état de surface qu'on prend, on peut créer une multitude de systèmes de bardage. Et là, ces dernières années, il y a eu tout ce qu'on appelle les latis, les systèmes à latis, qui sont des carrelets ajourés avec un pare-pluie derrière, qui grisent très bien, qui vieillissent très bien, nous ont amené sur tout un vocabulaire de bardage bois. Donc, le bardage bois, c'est presque aussi vaste que le bois, si vous voulez. Donc, on a une palette extrêmement large qui se développe chaque année avec des nouveaux produits très, très compétitifs, très écolos et très environnementaux. Oui, une réglementation aussi qui commence à nous interdire les carrelets. Dans certains cas, oui. Ouais, certains carrelets. Est-ce que la solution du bois énergie a été envisagée? Alors, l'énergie bois par rapport au torréfacteur, c'est ça? On est dans la production, c'est On est ça dans qu'il la faut préciser. production, On ouais. n'est pas dans le chauffage du bâtiment, Ouais. on est dans la On est production. dans la hein. production. Donc, le bois, pour un torréfacteur, a une température qui est difficilement maîtrisable. Ah oui. Nous, on va torréfier toute la journée, donc il faut qu'on ait une température constante. Donc, c'est très, très compliqué. C'est faisable, mais Les c'est très granules, compliqué. peut-être? Non, ça n'existe pas. Ça pourrait exister, ça pourrait se développer en tout cas, mais les granules, en fait, la matière que tu vas torréfier a un cycle de torréfaction. Tu n'as pas besoin de la même température au début qu'à la fin. Et nous, on travaille, on fait des économies, on travaille sur on fait attention, on coupe nos brûleurs à une certaine température, on va travailler avec l'inertie. C'est-à-dire qu'arriver à une certaine température de notre produit, c'est le produit, la matière qui produit l'énergie. Donc, nos brûleurs sont coupés à 200 degrés et la matière toute seule va monter jusqu'à 220 degrés. Donc, c'est un peu plus long pour le temps de torréfaction, mais ça permet de faire des économies de gaz. Alors, effectivement, quand on s'est installé sur Châtillon, il n'y avait pas de gaz de ville. Nous, à Saint-Olive, on était sur du propane, donc du gaz en citerne. On a demandé à GRDF, j'ai demandé à GRDF de nous apporter le gaz et en leur faisant part de ma volonté de passer en 100% biogaz. Ils ont été très touchés par cette demande et très volontaires. Ils nous ont apporté une canalisation enterrée, ils ont pris à leur charge, ils nous ont fait payer une petite partie forfaitaire, mais vraiment une toute petite partie. Et aujourd'hui, les torréfacteurs sont équipés en 100% biogaz de Grenoble. Voilà. Donc, une volonté. J'avais peut-être une dernière question avant de conclure. C'était par rapport aux ressources bois. Je crois qu'on entend parler en ce moment de plus en plus de tension sur la ressource. Alors, pas que la ressource bois, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et est-ce que ça augure de la suite, de l'avenir? Je pense que c'est temporaire. C'est un problème de marché. Le marché, il se trouve que les États-Unis nous rachètent tout notre bois en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'achètent plus au Canada. Mais, à mon avis, c'est un problème politique. Oui, c'est politique, c'est passager. Et conjoncturel. Et conjoncturel. Pas de quoi s'inquiéter. On ne va pas se mettre Martingot en tête là-dessus. Et pour autant, on a une ressource qui est locale.
on serait peut-être plus Oui, symbolique oui. finalement de tout ça. Mais en fait, les scieurs et tout ça, ils produisent, hein, donc il n'y a pas de manque de bois. Hein. Monsieur Sandos, peut-être une remarque et peut-être un mot de conclusion, je vous propose de faire à la suite de ça. Oui, bah, écoutez, effectivement, le bois, il en pousse chaque jour. Donc, si on en plante, il pousse. Et comme il pousse chaque jour, on en a plein. Simplement qu'effectivement, on est dans une économie qui est relativement folle, avec une année Covid l'année dernière qui a rendu tout le monde quasiment fou. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas seulement le bois, l'acier aussi est concerné. En ce moment, on ne trouve plus de placo de 25, par exemple. Donc, toutes les grandes usines se sont arrêtées. Et l'année passée, elles ont eu du mal de reprendre. Et aujourd'hui, on a consommé les stocks et donc tout le monde est à poil. Donc forcément, bah, le bois souffre aussi. Il y a un tout petit peu plus de tension sur le bois parce que effectivement, la mode bois ou ce qu'on discute là ce soir ensemble, c'est compris par de plus en plus de monde. Et donc, il y a quand même de plus en plus de maîtres d'ouvrage, qu'ils soient urbains ou campagne ou industriels ou autres, qui font le choix du bois parce que c'est raisonnablement le choix de demain. Donc, le temps que l'outil s'adapte, il y a un temps de réaction qui est un petit peu plus long. Et donc, il y a des pics. Et en ce moment, on est dans un pic où le bois est monté très, très haut. Ça faisait 30 ans qu'il baissait. Ça faisait 10 ans qu'on arrêtait des scieries un peu partout dans toute l'Europe. Donc, il était temps qu'il se réveille et que ça aille dans ce sens-là pour aussi valoriser toute la chaîne parce que si vous avez des forêts dans l'Ain, vous n'avez pas envie qu'elles valent zéro. Donc, la valorisation, il faut la payer. Et cette matière, si on la paye un peu plus, là, ça rendra le travail de ceux qui l'utilisent avec parcimonie plus précieux. Et comme je dis à mes équipes, plus d'ingénierie, moins de matière, ça veut dire que si le bois monte, c'est bon pour nous parce qu'on met moins de matière que les autres. Donc voilà, ça, on rentre dans cette frugalité-là. Et ensuite, il faut regarder au niveau global des forêts dans le monde. En fait, il y a le prix du bois qui va nous créer quelques secousses. Et puis, il y a le reste sur l'aspect forêt mondiale. En gros, on peut dire qu'on parle souvent de la déforestation pour dire qu'on ne peut pas construire en bois parce qu'il y a la déforestation humaine, je parle. Hein. Or, ça n'a aucune relation puisque la déforestation, on la maîtrise de plus en plus aujourd'hui. La surface de forêt qui disparaît chaque année est en baisse depuis 20 ans. Donc, on est en train de maîtriser cette question malgré la forte pression démographique. Par contre, il y a une nouvelle donne qui va nous orienter, nous, constructeurs bois, vers quelque chose qui est nouveau. C'est que les canicules à répétition font beaucoup plus de dégâts aux forêts que la déforestation. Et donc, tout à l'heure, on disait qu'on a construit en sapin épicéa. Ben, moi, j'ai envie de vous dire que dans 20 ans, il n'y a peut-être plus d'épicéa, ou plus que des épicéas piqués par les baustriches. Donc, il faut développer des marchés qui utilisent les bois abîmés un peu en forêt par les insectes, parce qu'il va falloir s'adapter aux effets de la canicule sur nos forêts. Et on sait que l'épicéa qui aime le froid n'aime pas la canicule. Et donc, si les canicules se suivent et se poursuivent à ce rythme, les insectes vont gagner sur l'épicéa. Donc, vous voyez, il y a plusieurs faux débats sur les forêts. La ressource, on n'a jamais eu autant. La déforestation, on la maîtrise de mieux en mieux. Mais la déforestation naturelle avec le réchauffement climatique, c'est une nouvelle contrainte qu'il va falloir qu'on intègre. Je ne sais pas si ça vous résume la situation. C'est une bonne conclusion. Merci, Monsieur Sandoz. Il me reste à vous remercier pour vos interventions. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de la fin. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai passé un très bon moment. Merci à tous. Tant mieux. Moi, j'apprécie le cadre. Le cadre. Et bien justement, je vais vous proposer en dernière image, on vous fera une petite vue. J'espère qu'on vous y verrez plus clair. Je voulais vous remercier tous d'avoir participé à cette 16e rencontre des Interpros, malgré les contraintes sanitaires. Alors, je voulais remercier les participants et aussi ceux qui ont suivi ce webinaire. Finalement, vous êtes beaucoup plus nombreux que ce qu'on aurait pu accueillir, même si on aurait bien voulu pouvoir visiter physiquement les cafés de la Gobert. Je voulais donc remercier David Gobert et toutes les personnes qui sont intervenues à cette rencontre, et puis aussi la communauté de communes, encore une fois, qui nous a accueillis très gentiment dans ses locaux. Merci à tous, à très bientôt. Je vous rappelle que vous retrouverez donc
l'intégralité de ce webinaire sur le site des Interpros. Donc, n'hésitez pas à en user et en abuser, à le partager. Et puis, du coup, on peut terminer sur cette image, si vous la voyez. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.